Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au CUM. Nous sommes ravis aujourd'hui de poursuivre ce cycle Ainsi va le monde avec Vincent Hervouette et nous sommes ravis aussi d'accueillir Benoît Cristal qui est grand reporter et qui a écrit un livre dont il va être question aujourd'hui aussi. Le thème de cette conférence, c'est les reporters de guerre peuvent-ils changer le monde ? Évidemment, dans un monde de plus en plus complexe, on a besoin de gens qui sont vraiment sur le terrain, car comme vous le savez, que ce soit à la télévision, dans les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament experts de toutes sortes de sujets, et pour des conflits qui sont pourtant très très difficiles à appréhender, à comprendre. C'est pourquoi il nous est paru important d'inviter quelqu'un qui est sur le terrain, qui connaît ces sujets-là, qui est vraiment spécialiste, un vrai spécialiste, aussi bien sur le terrain que d'un point de vue intellectuel. Et c'est donc Vincent Hervouette qui va discuter avec lui pour nous éclairer sur ces conflits, en particulier l'Ukraine, évidemment, puisque c'est hélas d'actualité, avec une pensée aussi, bien sûr, pour l'Arménie, dont on parle moins, mais où la situation est tout aussi dramatique. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous remercie d'être là, je souhaite la bienvenue aux invités et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup Karine et merci à vous tous d'être là. Il y a des visages qu'on reconnaît. C'est vrai qu'on a commencé ce cycle de conférences après le Covid, c'était l'idée de montrer un peu qu'est-ce que le monde allait devenir ou pouvait devenir après le Covid, le monde nouveau, avec en écoutant ce qu'avaient à en dire des professionnels qui vont sur le terrain. Et on a ainsi reçu un ancien agent de renseignement, un espion devenu romancier qui nous a parlé du soft power. Ensuite, on a reçu un ambassadeur revenant d'un poste en Afrique qui nous a expliqué combien la carrière diplomatique était en train de changer. Et c'était juste avant que le corps diplomatique lui-même ne soit enterré par le président de la République. Et donc, je suis très content de vous présenter un autre nomade professionnel, un grand reporter. C'est une espèce que je connais bien, que j'ai un peu pratiquée. Alors c'est évidemment toujours un peu particulier pour un journaliste d'interviewer un autre journaliste. Il y a un vieux confrère qui m'a dit un jour, interviewer un confrère, c'est comme danser un slow avec sa sœur. Et c'est assez bien vu. Mais comme les diplomates, comme les ambassadeurs et comme les espions, les grands reporters font un métier qui est ambivalent. C'est un métier qui fait rêver, mais qui traîne en même temps une médiocre réputation. Alors Benoît Cristal est journaliste depuis 25 ans, un quart de siècle. Il a travaillé presque. Il a travaillé en Californie pour le groupe Canal+. Ensuite, il est rentré à la maison. Il est arrivé à TF1 avec, à son retour en France avec sa femme que je salue ici, et bientôt 3 enfants. Il a rejoint LCI où j'ai eu la chance de le connaître et nous avons travaillé côte à côte pendant quelques années puisqu'il a rapidement intégré le service étranger. En 2015, il est parti à Jérusalem, correspondant permanent du groupe TF1 en Israël, mais pas uniquement en Israël, puisqu'il s'est occupé aussi de la vie alentour, c'est-à-dire de tout ce qui se passait dans ce Moyen-Orient qui venait d'entrer en convulsion avec les printemps arabes. Benoît a couvert la guerre en Syrie et en Irak, la guerre à Daesh. Et dans la couverture de ces événements, il s'est appuyé sur ce qu'on appelle un fixeur, un Kurde irakien qui a été tué à la chute de Mossoul avec la consoeur et le confrère qui l'accompagnaient, Véronique Robert. Et Benoît a écrit un livre à peine romancé qui rend un puissant hommage à cet homme, Bakhtiar Haddad. Alors, Haddad, c'est ça. Oui, Haddad. Ouais. Chef-d'œuvre. Je ne sais plus qu'est-ce qui fait ça, qui dit chef-d'œuvre. Non, c'est un très très bon livre. C'est un livre très
très riche, qui fait beaucoup réfléchir, qui est passionnant et qui en plus fait revivre cet homme, Bakhtiar Haddad, qui était vraiment une figure extraordinaire. Il le fait revivre en 400 pages et il donne aussi sur cet ouvrage l'occasion de comprendre comment travaillent les grands reporters. On va en parler. Alors, depuis la parution du livre, vous avez repris, on va se vous voyez, vous avez repris votre baluchon. Vous revenez d'Israël. Oui. Vous êtes retourné en Israël, donc Ces dernières semaines, là, oui, Oui. au mois de septembre. Pour faire des reportages des reportages qui expliquent la gestion, le parallèle avec la France, comment on gère l'eau, comment on gère la nourriture, parce que les Israéliens essayent de prendre toujours quelques petits pas d'avance sur l'Europe, et ils ont déjà réfléchi évidemment depuis longtemps à la gestion de l'eau, et ils ont réfléchi aussi à l'épuisement des ressources, comment est-ce qu'on se fournit en viande. Donc voilà, c'était plus des donc sujets rien économiques. rien à voir avec les élections générales. Rien à qui voir avec le auront conflit et lieu les élections, non. au mois de novembre. Parce que ça va être long, ces élections. On ne sait même pas s'il y aura un résultat conclusif. Donc, Ok. Est-ce que, alors j'ai plein de questions en vrac à vous parler. Bon, sur cette mission d'Israël, on va s'arrêter un instant. Qui décide le reportage? Qui trouve l'angle et le sujet? Comment se détermine le choix de ces sujets? On ne vous parachute pas en Israël en disant « trouve-nous de quoi nous parler de la vie des Israéliens, de ce qui fait l'actualité en ce moment ». Comment ça se passe? alors on va dire que la vie d'une rédaction, j'imagine que vous la connaissez déjà un petit peu. Sans doute, il y a la fameuse conférence de rédaction qui a lieu tous les jours. Et à cette occasion-là, on scanne un peu tous les sujets d'actualité du moment. Et par exemple, là, fin août, on sortait des grands incendies en France et de la sécheresse. Et lors d'une réunion, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire avancer le sujet de la gestion de l'eau, de la sécheresse. Et comme moi j'ai été correspondant en Israël, on m'a demandé, est-ce que tu sais, toi, est-ce que tu as une idée, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer sur le Moyen-Orient? Et comme je m'étais déjà renseigné, j'ai proposé l'idée. Et donc c'est à partir de ce moment-là, on décide, c'est d'un commun accord entre le reporter et la rédaction, on décide d'envoyer une mission. La rédaction, c'est un peu vaste. En fait, c'est une édition, Voilà, le 13h, le 20h, le week-end. un rédacteur en chef et ses Et équipes. donc, c'est un rédacteur en chef. Tout à fait. Donc, c'est un travail de persuasion. Parfois, il faut le convaincre. Parfois, par exemple, sur l'Ukraine, il y a des moments où il faut aller un petit peu revenir 2-3 fois, lui dire c'est important, il faut vraiment qu'on y soit à ce moment-là. Et il va prendre la décision. Parfois, il demande à être convaincu, donc il faut lui proposer des idées de sujets, il faut lui proposer des angles. Parfois, il faut même faire beaucoup d'enquêtes pour proposer un portrait d'une personnalité, par exemple. Donc, il faut justifier, et c'est plus un travail où on est une force de proposition, quand on est dans un service, le service étranger en l'occurrence, que de décoller à la demande, à la commande. Oui, moi j'ai été directeur d'un bureau à Jérusalem. C'est vrai que c'est un travail en commun. C'est plus agréable quand quelqu'un a des idées et a des envies, plutôt que ce soit uniquement sur ordre de la rédaction en chef. Donc moi, quand j'ai des passions et des envies, je les exprime, parce que je pense que c'est important de parler de tel ou tel sujet, notamment la guerre en Irak. Moi, j'avais proposé qu'on annonce bien avant la bataille de Mossoul, qu'on insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il venait d'y avoir les attentats en France, et vous en savez quelque chose ici à Nice, et il fallait vraiment sensibiliser les gens pour leur dire l'armée française et l'armée américaine sont en train de préparer une opération, il faut qu'on en parle, c'est très important. Et moi, je suis persuadé, par exemple, que ça aura un écho auprès du public. Donc je défends cette idée. Il défend bien ses idées en général. Je peux en témoigner puisque j'ai été moi-même à la rédaction en chef et aussi à la direction de l'information de TF1. Est-ce que vous continuez à suivre l'actualité israélienne ou est-ce que, puisque vous avez vécu là-bas pour TF1, ou est-ce que c'est derrière vous et vous avez d'autres chats à fouetter? Non, parce que c'est une actualité qui n'est pas toujours, on n'entend pas parler d'Israël tous les jours dans les journaux, mais moi je me suis forcément intéressé à la politique du Moyen-Orient, et Israël est un pays clé au Moyen-Orient.
Par exemple, Israël est en train de normaliser ses relations avec l'Arabie Saoudite, est en train de normaliser ses relations avec le Maroc. Il y a tout un mouvement qui est en train de se passer et on sait très bien que depuis plusieurs années, la politique israélienne, son but c'est de faire oublier le conflit palestinien pour passer à d'autres sujets. Donc il faut prêter attention à tout ça. Et puis, Mais est-ce que vous lisez le Jerusalem Post, par exemple, régulièrement? Est-ce que au moins une fois par vous semaine. gardez vos amis en Israël, vous les appelez pour leur demander... Oui, au moins une fois par semaine, je lis plusieurs articles. Et ça m'intéresse toujours, en plus, de suivre des thématiques que j'ai. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément des thèmes qui nous parlent à l'instant présent. Mais par exemple, moi, j'aimerais, je sais que ce n'est pas le goût de tous les rédacteurs en chef, mais j'aimerais qu'on parle plus souvent de la guerre israélienne qui se déroule en ce moment en Syrie. On n'en parle jamais. Il y a des bombardements quasi hebdomadaires maintenant en Syrie. C'est la guerre en fait par pays interposé avec l'Iran. Mais ça, on n'en parle pas parce que la crise n'est pas encore ouverte. Mais cette crise-là, elle va arriver. Donc est-ce que mon travail, c'est d'arriver seulement au maximum de la crise ou est-ce que c'est d'essayer de l'expliquer à l'avance? Ça, c'est peut-être le moment le plus difficile. Quand on a de l'avance sur l'actualité, c'est pas évident. Oui, c'est le paradoxe et en même temps la perversité en fait le caractère un peu compliqué à vivre quand on est reporter, c'est qu'il y a des sujets qui nous paraissent importants et on n'arrive pas justement à y intéresser sa hiérarchie. Pourquoi on travaille? On travaille pour vous, en fait, surtout sur un média grand public comme TF1 ou alors sur des chaînes d'infos qui sont déjà un petit peu plus spécialisées, mais on travaille pour le public. Donc on ne va pas vous imposer des thèmes qui vont pas vous intéresser, qui vont pas vous parler. Il faut aussi se mettre à la place des gens qui sont fatigués par leur journée de travail. Moi, je pense toujours à ça. Je me mets à la place, surtout dans une chaîne comme TF1 qui est grand public, je me mets à la place de la mère de famille qui a 4 enfants, elle a emmené ses enfants au sport, elle s'est occupée du déjeuner, elle bosse en plus, elle arrive chez elle, elle tombe devant le 20h. Est-ce qu'elle est déjà prête, dès le début, à ce qu'on lui parle des bombardements israéliens en Syrie? Je ne suis pas sûr. Donc il faut se mettre à la place des gens. Voilà. On en parlera après parce qu'il y aura une question-réponse, mais tout le monde a son opinion sur la question. Et évidemment que la mère de famille de 4 enfants qui emmène ses enfants voir le feu d'artifice à Nice peut intéresser quand même de savoir qu'il y a une menace terroriste qui plane sur notre pays. Mais bon, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez fait sur place une fois que vous avez débarqué à Ben Gourion, à l'aéroport de Tel Aviv? Et combien de temps vous êtes resté sur place pour faire ce sujet à ces magazines Cette dernière mission. Oui, votre dernière mission. Eh ben, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler mes amis pour aller les voir et boire un verre, parce que ça faisait longtemps, il y a eu le Covid, je n'ai pas pu les voir pendant 3 ans. Et puis j'ai appelé évidemment le directeur de l'usine de dessalement que je devais... Ça avait été calé avant, ça. Voilà, mais je l'ai quand même rappelé pour lui dire je serai bien là demain pour faire votre interview. J'ai réglé tous les derniers rendez-vous dans des kibbutz, j'ai réorganisé le tournage pour être sûr qu'il se passerait bien. Puis on avait d'autres sujets, donc... Donc, combien de sujets, combien de jours? Là, on a fait 3 sujets, on était 2. Donc j'ai travaillé avec une jeune fille qui était à la caméra. Et on a fait 3 sujets en 5 jours, on va dire, environ. Il y a Shabbat aussi, donc on ne travaille pas le vendredi après-midi. Et le montage après, combien de temps? Alors on a fait un montage sur place et on a fait... Donc un montage, c'est une demi-journée ou une journée entière pour un sujet... Donc ça, c'est le soir à l'hôtel. Voilà. Et j'en ai monté 2 à la rédaction en revenant à TF1. Donc 3 sujets prêts à diffuser, de combien de temps? Alors j'essaye de les faire longs parce que les sujets sont, je pense, intéressants et puis il faut aussi entre guillemets, rentabiliser le voyage. Donc 3 minutes sur la gestion de l'eau, 4 minutes sur les viandes synthétiques, les viandes de demain et 4 minutes sur la mer morte. D'accord. C'est un journaliste qui a une bonne productivité et on est très loin si je vous fais raconter ça, c'est pour montrer qu'on est très loin du schéma habituel de la caricature du journaliste qui passe son temps au bar de l'hôtel. Je plaide un peu pour ma paroisse, mais moi je suis retiré des voitures pour le reportage en tout cas. Mais il faut avouer une chose, c'est que contrairement à ce que l'on croit, les journalistes sont des gens qui travaillent beaucoup. Oui, les grands reporters ne font pas du tourisme salarié, contrairement à la réputation et aux rêves qu'en ont beaucoup. Bon, depuis 6 mois,
Non, d'abord, est-ce que vous rêviez de cette vie de nomade quand vous étiez petit? Oui, j'en ai rêvé. Oui, c'est vrai, ça faisait partie on peut dire de rêve d'enfant, d'adolescence, parce que moi je viens de Nancy et je me suis passionné pour la photographie quand j'avais 15 ans. Et je me suis mis à photographier tout ce qui passait devant moi. Et je me suis dit, j'aimerais faire ça aussi à l'étranger, découvrir d'autres mondes. Donc, alors depuis 6 mois, vous avez fait 4 missions en Ukraine? 2 missions, 2 missions? 2 missions en Ukraine, mais assez longues. Vous étiez allé auparavant, puisque la guerre, chacun le sait, dans le Donbass et la crise en Ukraine date de 2014, ça a 8 ans. Vous connaissiez déjà donc Kiev, Oui. Vous étiez déjà allé en Ukraine. Les conditions de travail n'ont évidemment rien à voir avec ce que vous avez vécu Non, c'était très spécial. dans cette mission tranquille en Israël, qui est un pays où vous avez tous vos repères. Alors comment ça s'est passé en Ukraine? Racontez-nous un peu. Alors, je vais vous raconter simplement chronologiquement. On m'a demandé de partir le 28 février, je crois, ou le 1er mars. Et c'est juste au moment où on pensait que Kiev allait tomber. Tous les experts nous disaient « Kiev va tomber dans une semaine ». Donc, quand votre rédacteur en chef vous demande de partir en Ukraine à Kiev... Déjà, la guerre, c'est le jeudi 28. Et on pense que la guerre, non, elle a été déclarée le 24. La guerre a été déclarée le 24 ou le 25, je crois. Non, pardon, désolé. C'est un jeudi en tout cas. Mais bon. on pense que la capitale va tomber le week-end qui suit. Voilà, on nous donnait une semaine, 10 jours, 2 semaines maximum. Donc, entre guillemets, nous sommes partis pour nous jeter dans la gueule du loup, pour être les correspondants d'une guerre d'occupation. Donc il faut déjà trouver une équipe qui est volontaire, il faut trouver des gens solides qui ont de l'expérience. C'est pas le moment où on va tester la résistance de quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de conflit. Donc on a trouvé deux personnes pour partir avec moi. Combien est-ce qu'il y a dans une rédaction comme celle de TF1? Il y a combien de journalistes? Alors, rédaction de TF1, je crois qu'on est 300, c'est ça, à peu près, un peu 300, donc, dont une 60 caméramans, je crois, 60-70. Et parmi les caméramans, les JRI, combien sont aguerris et ont déjà été sur des terrains de guerre et sur des théâtres d'opération un peu rugueux? Une dizaine, ouais, c'est pas beaucoup. C'est un métier un peu particulier. Donc, moi, par exemple, je sais que dans la rédaction, en tant que journaliste, avant ce conflit-là, on était trois, je crois, avant le conflit en Ukraine. À un moment, on n'était plus que 2. Enfin, c'est un métier qui s'apprend sur la longueur, donc c'est pas. Et par exemple, les caméramens de TF1, ils ont pourtant, c'est quand même une grosse rédaction. On va dire qu'une petite dizaine de personnes ont déjà fait des conflits. Ouais. Et puis il y a ceux qui en ont fait et qui ne veulent plus en faire aussi. Ça, c'est particulier. Ouais. Donc j'ai trouvé des volontaires. Je leur ai demandé s'ils n'avaient pas peur de se retrouver pris en otage par la Russie ou dans des situations difficiles. Ils m'ont dit non, c'est notre métier, on sait pourquoi on le fait. On est des journalistes, donc a priori on a une protection, même si parfois elle est théorique, mais on a quand même une protection. A priori, l'armée russe n'est pas intéressée, c'est pas un État encore qui pratique la prise d'otages, voilà. Mais on était tous volontaires. Mais la difficulté ensuite est devenue logistique, puisque comment est-ce qu'on rentre dans un pays en guerre, c'est pas évident. Donc il faut bien préparer tout ça, et là on n'avait pas le temps de préparer, parce qu'il fallait partir très vite pour être sur place. Pas à l'aveugle, mais en tout cas, moi j'avais déjà donc tous les contacts que j'avais créés en 2014. Donc j'avais déjà un contact essentiel qui est vous en avez parlé tout à l'heure, un fixeur, c'est-à-dire, alors un fixeur, c'est la personne qui va nous aider à tout organiser. C'est la personne clé, c'est notre guide. Jadis, on aurait dit un traducteur. Aujourd'hui, on utilise un mot anglais qui veut dire to fix, ça veut dire réparer ou arranger. Donc c'est la personne qui va tout nous arranger, qui va nous sortir de tous les problèmes, qui va nous régler tout. Alors je l'ai appelé tout de suite, je lui ai dit comment est-ce que je peux faire pour venir à Kiev le plus vite possible. Il m'a dit écoute, il n'y a plus de chauffeur, mais je vais te trouver des amis qui vont t'emmener de point en point, on va faire ça par étapes.
toujours de jour, jamais la nuit, évidemment. C'est-à-dire qu'il avait monté une entreprise privée Alors lui, de transport. il a l'avantage d'avoir une agence de tourisme, et donc il a des correspondants partout dans toutes les villes en Ukraine. Donc j'ai voyagé grâce à des agents touristiques. Parce que le fixeur, en l'occurrence, Oui. il n'y a pas de profil type du fixeur. Il n'y a pas de profession officielle de fixeur. Il n'y a pas d'agence fixeur. Non. En général, on appelle un journaliste qui a du temps libre, qui peut libérer de son travail de journaliste. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très malin, lui, il est agent touristique, il a des grands réseaux, il connaît très bien l'armée, donc c'est quelqu'un de... Il faut avoir l'esprit pratique, être Voilà. débrouillard, Voilà. avoir le contact humain. Parler anglais, parler anglais. Là, dans ce cas, il parle français. Et donc, il m'a dit, passe par ce poste frontière. Je pense que tu ne pourras pas faire passer ta voiture, donc essaye de voyager léger. Donc, pour voyager léger, on a voyagé avec 2 tonnes. 2 caméras, un pied qui pèse 15 kilos, et on nous a demandé d'emmener un générateur au cas où il n'y aurait plus d'électricité. Donc, on a passé la frontière à pied avec un générateur. Qu'on a acheté chez Leroy Merlin en Pologne avant de passer la frontière. Voilà, ça c'est les petites ficelles du métier. Mais faut-il encore que Leroy Merlin soit ouvert, qu'on ait l'adresse, qu'on ait la monnaie qui va avec Alors, pour la petite histoire, on s'est retrouvé avec le générateur lundi soir. Monter sur roulette. Alors justement, j'ai demandé à mes collègues, mais comment est-ce qu'on va faire pour porter ce générateur? Il est lourd, surtout si on met de l'essence dedans avant, parce qu'il n'y a plus d'essence. Et ils m'ont dit, on n'a qu'à prendre... Un diable. On n'a qu'à prendre le chariot de Leroy Merlin. Alors on a pris le chariot de Leroy Merlin. Voilà. On l'a emmené en Ukraine. Vous avez volé le chariot? On a volé le chariot, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas l'acheter. Et c'est comme ça qu'on a réussi à passer 50 kilos de matériel en Ukraine. Voilà. Parfois, il faut s'adapter à la réalité. Est-ce que quelqu'un travaille chez Leroy Merlin ici? Donc ensuite, nous avons passé la frontière et on attendait un monsieur, et c'est une jeune fille qui nous a accueillis. Je suis très déçu. Qui nous a dit, je suis la fille du monsieur qui devait venir vous chercher, je vous emmène. Alors elle n'est pas très bien anglais, donc j'ai appelé tout de suite mon amie à Kiev, et elle nous a emmenés à la campagne. Donc on s'est dit, on est loin de Kiev là, on est très loin de Kiev, avec notre générateur. Vous aviez la rédaction la rédaction qui me demandait, est-ce que tu peux faire un reportage s'il te plaît pour ce soir? Je dis, alors là, je suis avec une dame qui ne parle pas anglais, je suis dans une maison à la campagne, et il y a le chien qui me mord les jambes. Donc je ne sais pas... Et on vous a répondu, c'est pas grave, tu vas faire un stand-up. Exact. Ça, donc non, j'ai dit, mon objectif c'est d'arriver à Kiev, je suis sérieux, je suis professionnel, on va aller à Kiev et après on parlera de faire des reportages. Donc on a, de fil en aiguille, on a rencontré le père de mademoiselle, qui nous a emmenés dans une première ville qui s'appelle Vinnytsia, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est important de faire du reportage de terrain, parce que quand on est arrivé à Vinnytsia, c'était une ville totalement épargnée par les combats, qui servait de base arrière à toute l'armée ukrainienne, aux ONG, et les gens qu'on a rencontrés nous disaient, nous on est à l'abri, on est heureux, heureusement, et ça n'a pas manqué, 2-3 semaines plus tard, la ville de Vinnytsia s'est fait bombarder par les Russes, pour couper la base arrière de l'armée ukrainienne. Donc j'étais un peu triste de savoir que les gens que j'avais rencontrés vivaient après sous les bombes, mais ces gens donc, nous ont logés, parce qu'on ne peut pas voyager la nuit, donc ça a été une étape. À chaque étape, vous payez? Alors non, tout était gratuit là. C'était les bons contacts. Là, c'était des patriotes en fait. Alors expliquez-nous, parce que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément spontanément, c'est que dans les crises, que ce soit les guerres civiles, que ce soit les guerres tout court, que ce soit dans les situations de crise, en réalité, il y a un facteur humain qui est essentiel, toutes sortes de solidarités qui se manifestent, des liens qui se créent très vite, à chaud, alors des besoins et qui sont forts. Alors des besoins économiques aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de gagner leur vie. Donc oui. dans une situation normale, j'aurais payé un chauffeur et un traducteur qui seraient venus me chercher à la frontière. Mais là, c'était la guerre, tout le monde voulait mettre sa famille à l'abri, c'était très compliqué de trouver des gens disponibles. Donc là, je me suis reposé sur des gens qui voulaient bien nous aider, qui se disaient c'est important que les médias français, que les médias européens viennent à Kiev, montrent ce qui se passe, parce qu'ils ont bien compris que le monde allait sans doute les aider si on se rendait compte que c'était une guerre totale qui était en train
de tomber sur l'Ukraine, une guerre d'agression. Donc tous ces gens nous ont aidés gratuitement. C'est une des rares fois où ça m'est arrivé. Là, c'était vraiment de la débrouille, c'était les bouts de ficelle. Et le dernier jour, nous sommes donc allés à Kiev avec un monsieur qui amenait des vivres. Alors là, j'ai fait une entorse à mes règles de sécurité parce que normalement, on ne voyage pas avec des gens qui refournissent une ville assiégée. On ne voyage jamais avec des armes, évidemment, parce que d'abord, on n'est pas là pour ça, et puis ce sera le premier convoi à se faire bombarder. Donc c'est pas très malin. Là, on était avec un convoi de vivres. On a quand même ouvert le camion pour vérifier que c'était bien de la nourriture. Vous avez pris la peine de le faire, ça. Ah bah oui, moi je ne vais pas voyager avec un camion plein d'armes. Non, mais ça, il faut aussi expliquer quand même. Parce qu'on était dans le camion. Avec l'expérience, il y a un certain nombre de prudence, de sécurité. Alors là encore, le monsieur était charmant, mais il ne parlait pas un mot d'anglais. Donc c'était un peu compliqué, mais on s'est débrouillé. On s'est compris quand même avec des gestes. Oui. Et il nous a emmenés à Kiev. Et là, j'avoue, c'est un des moments les plus émouvants pour moi de reportage, parce que je n'étais pas venu depuis 2014. J'avais abandonné le terrain pendant 8 ans, parce que justement, j'avais estimé que j'avais un sentiment d'échec, en fait. J'ai trouvé qu'on n'avait pas assez sensibilisé et mal sensibilisé le public français, le public en général, à la guerre du Donbass. J'étais vraiment, personnellement, un peu meurtri, parce que je trouvais que c'était une guerre inacceptable, en fait. C'était vraiment une fausse guerre d'indépendance manipulée par la Russie, c'est ce que j'ai vu. Hein. Et on n'arrivait pas à montrer ce scandale. Et pendant 8 ans, il y a eu une guerre qui n'a intéressé personne. Donc j'avais un sentiment amer, en fait, un sentiment d'échec. Et je suis revenu à Kiev au beau milieu de la guerre, et là on est arrivé dans une ville déserte, la nuit, ce qu'on n'aurait pas dû faire, mais on n'avait plus le choix, la nuit venait de tomber. Et on a pénétré dans Kiev, je pense, observé par un nombre incalculable de snipers, par des gens prêts à nous tirer dessus, parce que c'était une ville qui attendait l'assaillant quand même. Et on est arrivé avec notre petit camion de vivres, notre matériel vidéo, et on est arrivé jusqu'à la place Maïdan, totalement vide, où là les gens nous ont embrassés quand ils nous ont vus arriver, les soldats. Parce qu'ils étaient très heureux de voir des Occidentaux assez fous pour venir à ce moment de tension très spécial. Alors là, on est... donc la guerre ayant commencé, du moins, l'opération militaire spéciale russe depuis une semaine, ayant été lancée le jeudi 24, on est à quel moment? On est le mardi suivant, ouais. On est le mardi suivant. Et donc vous arrivez parmi les premières équipes, en fait, à Kiev, et vous avez évidemment la sympathie des Ukrainiens. Et dans ce que vous dites, vous m'arrêtez si je me trompe, et dans cette guerre, vous avez déjà pris parti pour un des deux camps. C'est vrai, oui. Vous êtes... Alors, pas pris parti, non. J'essaye de ne pas montrer mon parti dans les reportages, mais vous aurez déjà remarqué qu'en fait, les rédactions font bien attention à ne pas placer les mêmes journalistes dans les deux camps, puisque c'est impossible. Une fois que vous aurez travaillé avec les Russes dans le Donbass, les Ukrainiens ne vont plus vous accepter. Et une fois que vous aurez travaillé avec les Ukrainiens à Kiev, les Russes risquent de ne plus vous accepter. Donc, quelque part, on est assigné à un camp, et qu'on le veuille ou non, il y a des liens d'amitié et de solidarité qui se créent. Mais c'est là toute la difficulté de ce travail, c'est une question intéressante. Il ne faut pas se laisser aveugler par cette amitié et par les liens personnels concrets. Il faut garder de la distance. C'est très difficile. Et c'est ça le plus difficile, en fait. On a tous en tête des tas d'exemples, de contre-exemples, justement, de journalistes qui sont très militants, qui sont très partie prenante, qui sont vraiment d'un côté de la ligne de front et qui entendent faire valoir le point de vue de ce côté-là. Et là, le travail était d'autant plus délicat que je sais très bien qu'il y a un a priori positif pro-ukrainien dans les médias et dans la classe politique française. Donc je n'avais pas envie non plus d'en rajouter, et d'ailleurs ce n'est pas mon métier. Moi je raconte les choses qui m'arrivent, je donne la parole à des gens, et j'aimerais que ce soit le téléspectateur qui se fasse son opinion tout seul, que ce n'est pas moi qui vais lui donner mon opinion. Évidemment, si je parle d'un drame humain qui touche une famille et que je ne donne pas le contexte, et bon, je crée forcément de l'empathie. Mais mon travail, c'est de donner les éléments de compréhension. Pas de donner, je ne suis pas là
pour faire du militantisme. Bon, ça, c'est la première mission. Vous faites des sujets sur quoi? Alors, on fait des reportages. Alors, en fait, on est tout simple. D'abord, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que Kiev va tomber? Donc, on essaie d'expliquer ça. Alors, on entend ce bruit de fond. Voilà, c'est là où le terrain est intéressant. On entend le bruit de fond partout. Les radios ouvrent leurs journaux en disant Kiev assiégé, Kiev encerclé, l'armée russe se rapproche. Donc, la première chose qu'on cherche à faire, c'est d'aller avec l'armée ukrainienne quelque part pour voir ces combats, voir où sont les Russes. Est-ce qu'ils sont vraiment à 60 km? Est-ce qu'il y a vraiment une colonne de... Donc la première chose que vous faites en arrivant à Kiev, c'est de vous faire enregistrer auprès de l'armée ukrainienne et obtenir les... Alors quand c'est le chaos, impasses. À ce moment-là, on ne va pas s'enregistrer, on va chercher des gens qui ont des amis dans l'armée et qui sont prêts à nous accepter. Parce que sinon, ça va être trop long. Et l'armée ukrainienne fonctionne un peu comme ça. D'accord. Donc à l'époque, vous ne passez pas par le service de communication, l'équivalent de la DICODE en France. Mais ils étaient plus en état. Ils étaient en train de faire les cartes en nous disant, écoutez, c'est la guerre. Au cours de ces missions successives, les missions que vous avez faites là-bas, et des reportages, est-ce que vous avez eu l'impression de pouvoir suivre l'armée ukrainienne dans ses batailles? Vous savez, alors, dans ce cas-là, la guerre en Ukraine, pour moi, c'était une première, en fait. On est toujours surpris dans ce métier. J'ai fait plusieurs conflits, mais celui-ci était particulier parce que c'est une guerre d'artillerie moderne. Donc, il est hors de question pour moi d'accompagner des militaires qui vont recevoir une salve de roquettes tirées à 15 km. Je ne comprendrai même pas quand est-ce que ça va tirer, quand est-ce que ça va arriver. Alors, je vais m'en approcher, je vais essayer de le faire. Mais on ne va pas prendre ça ne sert à rien d'être blessé et de ne pas pouvoir faire notre travail de journaliste. Ce serait contre-productif. Donc, on s'en rapproche le plus possible, on cherche les témoignages, mais avec toujours cette limite que ce conflit-là était très particulier. C'est très difficile à voir. C'est très compliqué à voir. Donc, on peut voir les conséquences des bombardements, on peut voir les blessés, mais les combats eux-mêmes, c'est des gens qui mettent des obus dans des énormes machines, qui les envoient à 10 km, et puis après, ils vont en recevoir un en échange dans la minute qui suit. Donc, oui, mais c'est de voir aussi l'état-major, comment ils travaillent, c'est de voir le matériel qui arrive. Tout à fait, voir ce qu'ils ont. Alors, on le fait par De toute façon, toutes les armées nous montrent ce qu'elles ont intérêt à nous montrer. Toutes les armées mentent. Voilà, donc on sait bien, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Donc, on va chercher les voies officielles et on va chercher les voies non officielles. On va aller dans les villages. Par exemple, une des premières batailles autour de Kiev, on est allé dans les villages, on a demandé aux gens comment ça se passait, on leur a demandé de nous amener le plus près possible du front. On a été voir... l'armée ne nous a jamais acceptés, mais on s'est rapprochés, on a pu filmer l'armée de loin et on a vu qu'ils étaient très sûrs d'eux. Ils étaient très relax, en fait. On a vu qu'ils étaient cachés sous tous les ponts, ils maîtrisaient totalement le terrain. On a appris, ils nous ont montré une vidéo qui disait qu'ils avaient réussi à arrêter une colonne de chars. On a été sur place, voir si la colonne de chars s'il y avait des traces des combats. Et des soldats nous ont dit qu'ils sont repartis 20 km en arrière. Donc là, on a eu les preuves, c'est notre travail, apporter les preuves, des informations incontestables. Donc on a pu dire, oui, l'armée russe a reculé d'une dizaine de kilomètres à tel endroit. Donc, c'était d'ailleurs très rassurant pour nous, j'étais très heureux de faire ce reportage, de dire l'étau se dessert et les choses se passent plutôt bien. Donc là, c'était rassurant pour notre sécurité. Alors, l'un des reproches courants que l'on fait aux journalistes qui vont sur le terrain, c'est de dire vous débarquez sur place en ayant des préjugés et vous venez sur place, non même pas vérifier vos préjugés, les illustrer. Vous cherchez à illustrer un point de vue que vous vous êtes déjà fait depuis votre rédaction à Paris. Comment est-ce que ça se passe quand vous étiez en Ukraine? Est-ce que vous vous coordonnez avec les autres équipes de reporters du groupe pour lequel vous travaillez? On se coordonne déjà avec les équipes qui sont autour de nous. Voilà. Ça, c'est une coordination qui se fait entre nous. Comment ça se fait? Là, par exemple, on était dans le même petit hôtel. Donc le matin ou la veille, on discute et on dit où est-ce que vous allez aller, où est-ce que vous avez envie d'aller, où est-ce que nous, on va aller. On ne va pas couvrir les mêmes événements. Et on se répartit le travail? Ensuite, on se répartit le travail. Ensuite, on en parle. Qui arbitre? C'est entre nous, ça. Mais après, on appelle la rédaction
Et si eux ont décidé, ils ont une équipe en Russie, avec l'armée russe, s'ils nous disent, nous, on va faire les fournitures d'armes en Russie, nous, on ne va pas faire les fournitures d'armes en Ukraine, on va faire un autre angle, on va chercher une autre histoire qui fasse avancer et qui fasse comprendre la situation. Parfois, il peut arriver que la rédaction nous dise « Aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. » Là, on faisait des reportages tous les jours. Non, là, on faisait des reportages tous les jours. Donc, c'est une négociation permanente. C'est aussi, pour moi, c'est pour ça que ça va peut-être vous sembler bizarre comme expression, mais c'est pour ça que j'aime, entre guillemets, le reportage de guerre, parce que c'est un des derniers domaines où on a une liberté totale de choix. En tant que reporter. Je peux dire, et ça me semble assez normal, je peux dire je vais faire ça parce que j'ai tous les accès, j'ai la possibilité de le faire. Est-ce que ça vous intéresse? Si vous me dites oui, j'y vais. Mais si vous me demandez d'aller faire ceci, je n'irai pas le faire parce que je n'ai pas la sécurité nécessaire. C'est compliqué. C'est vous qui avez l'initiative et non pas la rédaction en chef ou la rédaction... C'est une négociation, mais ma parole a plus de poids puisqu'il y a l'élément essentiel de la sécurité et de la faisabilité. Alors, sur la sécurité, comment est-ce que vous assurez, dans cet environnement dangereux et imprévisible, ou à peu près imprévisible, comment est-ce que vous assurez un minimum de sécurité? Alors, la première chose, c'est de demander son avis au fixeur. C'est là où on en revient toujours. C'est pour ça que j'écris un roman sur un fixeur, parce que le fixeur, lui, connaît les dangers et la réalité quotidienne de ce qu'on va vivre. Je vous donne un exemple. Quand il a fallu aller couvrir la bataille de Raqqa, pour être en sécurité la nuit, pour ne pas être attaqué par Daesh, on devait dormir dans une ville située à 4 heures de route. Donc tous les jours, on faisait 8 heures de route. Et ça, c'est non négociable avec la rédaction. Je leur dis, écoutez, si vous voulez un reportage, d'accord, mais ce ne sera pas avant... ce soir ou demain, parce que j'ai 8 heures de route à faire aujourd'hui pour être en sécurité. Donc la première chose, c'est de faire voir avec le fixeur. Ensuite, il y a un phénomène qui est intéressant, que j'observe toujours, c'est qu'il y a une grande différence entre les médias français, espagnols, méditerranéens, on va dire, entre guillemets, puisqu'on est à Nice, les pays latins, et les pays anglo-saxons. Les pays anglo-saxons ont toujours un agent de sécurité avec eux. Donc, c'est souvent un ancien militaire ou un ancien des services secrets. Et donc ça veut dire qu'une équipe de télé, en général c'est plutôt 3 personnes pour pouvoir... Il y en a un qui sait lire, un qui sait écrire, et le troisième qui surveille les 2 intellectuels. Il faut qu'il ne soit pas trop compliqué quand même, l'histoire à raconter. Parce que dans le 20 heures, il ne faut pas faire trop compliqué. Non, je plaisante. Et donc, les anglo-saxons, eux, parfois prennent un deuxième caméraman, donc ils sont 4, plus un agent de sécurité. Parfois, ils se retrouvent à 5. 2 voitures. 2 voitures blindées, presque toujours. 2 voitures blindées. 5 000 €. Ça devient une opération très importante et vous êtes visible partout où vous arrivez. Beaucoup de cash. Et vous n'êtes pas discret. Mais c'est le choix des anglo-saxons. On n'est pas discret, mais on fait tout pour assurer notre sécurité et nous ne couvrirons que les terrains qui assurent notre sécurité. Les Français, les Français, c'est la débrouillardise. Alors, on ne nous présente pas ça comme le directeur d'une rédaction ne dira pas la débrouillardise, il dira on vous fait totale confiance pour estimer vous-même les paramètres de votre sécurité. Mais il faudrait faire 3 sujets en 2 jours. Alors heureusement, non, on ne nous demande pas ça. Donc, en fait, ça a l'avantage de la discrétion, puisqu'on est moins nombreux, on est plus discret, et on évalue nous-mêmes nos risques. Donc c'est une discussion entre nous. Est-ce qu'on va rentrer dans cette ville? Est-ce qu'elle est suffisamment sécurisée? Est-ce qu'on va aller, moi par exemple en Ukraine, tout de suite, comme j'étais avec 2 personnes d'expérience, et on avait tous le même sentiment, ça n'a pas été compliqué, on a décidé de ne jamais aller à Irpin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la bataille d'Irpin, il y avait un pont brisé, on s'est dit on va s'arrêter de l'autre côté du pont, mais pas plus loin. Parce qu'on ne maîtrise pas, c'est trop, on ne peut pas être pris en charge par des soldats.
Ce sont beaucoup de soldats un peu amateurs, les forces territoriales, c'est-à-dire des engagés volontaires. Et puis, c'est une guerre d'artillerie. On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. On ne sait pas où sont les snipers. On n'a pas d'infos. Donc, il est hors de question qu'on aille jusque-là. Et malheureusement, c'est là où il y a eu beaucoup de morts. Hein. C'est vraiment je crois que c'est la bataille d'Irpine qui a tué le plus de journalistes, entre guillemets. L'argent. L'argent, ben, alors il en faut évidemment. Le fixeur, tout à l'heure vous disiez qu'il y a beaucoup de sentiments de solidarité, et moi je vous ai parlé de patriotisme, mais évidemment et on paye bien les fixeurs parce qu'ils prennent des risques, ils choisissent de ne pas s'occuper de leur famille aussi à des moments difficiles. Enfin, même là, dans ce cas, en Ukraine, ces enfants étaient adultes et ils travaillaient eux aussi comme fixeurs. Mais évidemment, il faut qu'on paye convenablement les gens. Et parfois, ça peut... Quand vous êtes dans un terrain de guerre où il y a beaucoup de médias étrangers, il y a forcément la concurrence qui joue et il faut payer plus cher si on veut être avec quelqu'un de sérieux. Plus le conflit s'enlise, plus il y a de profiteurs de guerre. Voilà. Et parfois, moi, le premier but de mon travail, avant même de partir, c'est d'essayer de trouver un fixeur qui soit professionnel et de ne pas me retrouver à payer quelqu'un 500 $ par jour et qui ne sera même pas sérieux et qui n'aura pas les bonnes informations. Quand j'étais un très jeune journaliste, je me rappelle de la révolution en Iran, il y avait un journaliste du Figaro qui était resté pendant 6 mois à Téhéran. Autrefois, donc, les journalistes arrivaient sur le terrain, bivouaquaient et restaient donc très très longtemps. Combien de temps vous êtes resté sur place? On est resté sur place 3 semaines. On aurait pu rester plus longtemps. Ah bon? On aurait pu rester 1 mois. Moi, dans ma tête, j'étais parti 1 mois minimum. Mais c'est le maximum. Il faut expliquer. C'est le maximum. En général, c'est en coup de vent quand même. C'est un coup de vent, mais vu que c'est de la télé et qu'on produit beaucoup, on a la fatigue qui commence à s'accumuler et on commence à s'émousser sur la sécurité. Donc 1 mois, quand on travaille beaucoup, c'est fatigant. 1 mois, c'est très long. 1 mois, quand on y va doucement, on peut récupérer. C'est 10 jours d'habitude. Ça dépend des conflits. Non, sur les conflits dangereux, on essaye de faire 2 ou 3 semaines au moins pour essayer de comprendre. Parce que parfois, on n'avance pas vite. Hein. Donc il y a des moments de ralentissement. Il y a des moments où on attend. C'est d'ailleurs pas des moments du tout reposants, où on ne fait rien pendant 2 jours parce qu'on attend une autorisation, on avance doucement, on dort dans une maison... on dort quand on peut. On dort dans des lits de camp avec l'armée, on attend que ça avance. Il y a beaucoup d'attentes aussi. Donc il faut avoir un livre avec soi. Quel livre? Évidemment. Chef-d'œuvre. Mais on n'écrit pas quand on est... Moi j'ai du mal. Ouais. Parce que je préfère dormir pour être en forme le lendemain et assurer ma sécurité que me coucher tard en écrivant. Mais il faudrait que je prenne l'habitude, sans doute. Comment on se connecte? Internet? Alors ça, c'est mystérieux. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez être en Irak, par exemple, étant donné que dans le Kurdistan irakien, étant donné que le fils du président est le directeur des télécoms, il y a la 4G partout, plus rapide qu'en France, même à Mossoul, même partout. Vive le président. Il y a des endroits où on est obligé d'utiliser, ou quand ça a vraiment tapé très fort, il n'y a plus d'antenne. Nous, on utilise une petite antenne satellite pour envoyer nos reportages. D'accord. Alors, vous êtes sur place avec un média puissant derrière vous, qui a des lignes de crédit confortables, même si on... C'est une question ou une affirmation? Pardon? Non, c'est pas une question. C'est un constat. Mais sur le terrain, désormais, on croise beaucoup d'indépendants. Oui. Et on appelle journalistes indépendants des journalistes qui ne sont pas salariés ou qui ne sont pas forcément pigistes appointés par des rédactions qui viennent sur place en espérant pouvoir écrire et vendre leur sujet. C'est vrai que moi, je me suis posé la question, à l'époque, quand on commence dans sa carrière, quand on est jeune et on a envie d'aventure, on se pose la question, est-ce que je vais rentrer dans une rédaction
en France et faire ma carrière, ou est-ce que je vais, vu que mon but c'est de couvrir la guerre ou des terrains ou certains pays, ou est-ce que je vais y aller moi tout seul et devenir prendre un raccourci quelque part. Donc c'est vrai que par exemple le conflit pour moi qui a été symbolique là-dessus, c'est effectivement la guerre en Irak, parce que la ville d'Erbil, je ne sais pas si vous avez souvent entendu le nom de la capitale du Kurdistan irakien. Erbil est une ville très moderne qui est située à 45 minutes de route de Mossoul, où vous avez toutes les commodités modernes, pas chères, et donc beaucoup de jeunes sont venus s'installer à Erbil. On fait des colocations, on se sont organisés pour vendre leurs reportages à la Croix, à Libé. C'est pour ça qu'on parle autant des femmes peshmerga dans la presse française. Notamment, oui. Elles sont photogéniques et il y a beaucoup de journalistes qui sont sur place. Alors que personne ne parle des femmes dans la guerre au Mali, aujourd'hui, en Syrie, ordinaire. Mais très vite, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que les indépendants, eux, ils vivent sur place. Donc ils comprennent beaucoup plus, au bout d'un moment, ils ont de l'expérience et ils comprennent beaucoup plus vite les choses trappes. Donc quand on leur demande, alors si vraiment leur rédaction leur dit, c'est pas leur rédaction en plus, ils sont indépendants, si on leur dit, nous on t'achète demain un sujet sur les femmes peshmerga, ils vont le faire parce qu'ils ont besoin d'être payés. Ouais. Mais ils savent très bien que c'est une fausse valeur, par exemple. C'est une exagération, les femmes peshmerga, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. On en vient à votre livre, on en vient à ce... Donc c'est ce livre, et là je ne me moque pas, c'est un roman, mais donc l'homme qui est le personnage central, il y a 4 histoires qui sont mêlées dans ce livre, mais il y a un personnage qui a réellement existé, et donc il s'appelait Bakhtiar Haddad. Racontez-nous comment vous l'avez rencontré. Et vous nous direz ensuite pourquoi vous êtes devenus amis et pourquoi sa disparition vous a à ce point frappé. Alors Bakhtiar, je l'ai rencontré quand on m'a proposé de faire ma première mission en Irak. C'était lorsque les djihadistes de Daesh se sont rapprochés, ont envahi Mossoul et ensuite ils ont commencé à s'attaquer à Erbil, la capitale du Kurdistan. Donc la rédaction de TF1 m'a demandé d'aller à Erbil, puisque j'avais déjà couvert les révolutions arabes et les fusillades à Maïdan. Ils m'ont fait confiance et ils me sont dit on va l'envoyer sur ce terrain-là, en plein milieu de l'été, c'était au mois d'août 2014. Et donc j'arrive à Erbil et la personne qui travaillait historiquement avec TF1 et avec beaucoup de médias, qui était, moi je ne le savais pas parce que je n'étais pas un expert de la région à l'époque, je ne connaissais pas la région en tout cas, c'est Bakhtiar Haddad. Bakhtiar, c'était le fixeur, le guide, le francophone le plus connu du nord de l'Irak, depuis 2003. Et la chute de Saddam Hussein. Tout à fait. Je crois que peut-être la première personne qui a travaillé avec lui, je pense que c'est Le Figaro en 2003. Et puis très vite, comme il était très doué et qu'il parlait couramment français, il est devenu le fixeur et le guide de tout le monde. Il a été notamment traducteur de Danielle Mitterrand quand elle venait au Kurdistan. Donc c'était quelqu'un de très connu, de très dynamique et qui avait une immense expérience de la guerre, puisqu'il avait couvert déjà le conflit, la guerre en Irak en 2003, à peu près tout le territoire irakien. Il avait couvert pour des médias moins importants ensuite tout ce qui s'est passé et qu'on n'a pas suivi, le retour du djihadisme et d'Al-Qaïda. Et évidemment, quand la guerre a éclaté en 2014 avec Daesh, il était là pour nous aider. D'accord. Alors vous le rencontrez parce qu'on vous a donné son contact. Voilà, on me dit, Benoît, le journaliste qui était là avant moi a dit à Bakhtiar, il y a Benoît qui arrive, c'est mon ami, travaille avec lui, tu verras, tout va bien se passer. Donc on se rencontre dans un hôtel et il me dit, bah, écoute, si ça t'intéresse, je vais t'emmener, on va aller sur la ligne de front. Là, en ce moment, il y a une contre-offensive américaine. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui est colonel, on va aller, un général même, on va aller s'embêder, comme on dit, embedded, avec une unité irakienne, kurde.
Et donc nous partons. Et là, vous racontez. Et là, déjà, je me rends compte que je suis avec un personnage haut en couleur, qui est très sympathique, qui est très virevoltant, qui adore imiter, il peut nous parler de ses souvenirs avec Daniel Mitterrand, il nous parle de tous les hommes politiques français qu'il a connus, il nous montre ses photos à Paris avec tout le monde. En fait, c'est quelqu'un qui connaissait plus de journalistes français que moi. Mais il est passionnant, il est vivant, il est drôle, c'est un personnage. Compagnon de voyage. C'est un personnage à la Audiard, en fait. Voilà. Parce que si tout le monde a trouvé un point commun chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui est très drôle et qui a toujours une blague et qui sait. Et c'est un trompe-la-mort. Alors, il a l'habitude de côtoyer la mort depuis qu'il est tout petit. D'ailleurs, il a grandi à Paris, en fait. Son père était exilé à Paris. Et quand il est rentré en Irak, il y avait une guerre civile entre Kurdes. Et déjà tout petit, il a eu l'habitude de voir des morts dans la rue en bas de chez lui. Et il ramassait les morts. Et à un moment, il a rapporté les corps aux familles qui cherchaient les corps de leurs disparus. Donc très petit, très jeune, il avait été confronté à cette réalité de la guerre. Et c'est là où c'était très agréable de travailler avec lui. Il était convaincu par la nécessité du journalisme, par la nécessité d'un journalisme indépendant. Lui, vivant dans un pays très complexe comme l'Irak, il était persuadé qu'il fallait des médias forts, indépendants, qui puissent raconter et voire mettre en cause parfois, lorsqu'il y a des bavures, la réalité de la guerre. Donc lui, il avait et ça c'est très agréable quand on travaille avec quelqu'un comme ça, qui partage nos valeurs, parce que je pense que ce sont aussi mes valeurs. Ça, il faut que vous insistiez, je crois, Benoît, parce que, en fait, le pire ennemi du grand reporter, c'est une forme de découragement, c'est la voix en lui, le cynisme, qui lui chuchote, mais à quoi bon? Oui. À quoi ça sert de courir ce risque? À quoi ça sert de s'acharner à parler d'une histoire qui n'intéressera jamais les gens à 20 heures, et c'est là que c'était un événement tout de même qui était important en 2014. Si on se remet dans le contexte, on découvrait tout d'un coup qu'il y avait des Français qui combattaient auprès de Daesh. C'était le début, on se disait mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a travaillé ensemble. Au départ, ces Français, on les voyait, ils avaient des comptes Facebook, ils mettaient leurs vidéos en ligne et on voyait leur vie quotidienne au milieu de cette guerre en Syrie. Et quand ils sont arrivés en Irak, on s'est dit avec Bakhtiar, on va dénoncer on est là pour dénoncer les horreurs et la folie de ce groupe armé, et on va mettre en garde les Français, leur dire attendez, il y a des Français qui partent en ce moment, il faut ouvrir les yeux là en fait. Et donc le seul moyen qu'on avait de le faire, c'était de se mettre avec l'armée kurde et d'essayer d'expliquer ce qui se passait. Alors très vite, oui, effectivement, on a vu. Et là, moi, j'ai été confronté. Effectivement, c'est là où il faut savoir garder de la distance. Et Bakhtiar, il l'avait aussi. Il était capable de dénoncer les Kurdes. On a vu les horreurs perpétrées par l'armée de Daesh, ce qu'on a appelé une pseudo-armée, mais qui était quand même une armée. Et puis, on a aussi vu que les Kurdes voulaient en profiter pour gagner du terrain sur les territoires arabes en Irak. Ils voulaient étendre leur territoire. Et ça, Bakhtiar était tout à fait d'accord. Il était tout à fait d'accord pour montrer et pour dire, ouvrons les yeux quand même. On assiste en ce moment à une guerre de territoire et à toutes les suites de l'intervention américaine de 2003. Et Bakhtiar, vous me posiez la question, on est devenus amis parce que très vite, quand vous couvrez ce genre de terrain, ce qui a beaucoup choqué le monde à l'époque, c'était de voir les yézidis, si vous vous souvenez, tous ces gens qui descendaient de la montagne, chassés par Daesh, les hommes bien souvent enterrés dans des fosses communes, et puis les femmes et les enfants qui cherchent un refuge. Et on est tombé évidemment sur des camps de réfugiés très vite avec Bakhtiar, et c'était vraiment très très dur humainement, parce que vous arrivez à un endroit où l'ONU dit avoir ouvert un camp, mais il y a juste des tentes, il n'y a pas à manger, il y a très peu à boire, et il y a des familles entières. Et on avait interviewé une famille, je me souviens, qui avait un tout petit bébé, et ils n'avaient plus que du thé à donner au bébé. Ils n'avaient plus d'argent pour acheter du lait.
Et là, après l'interview, j'ai vu que Bakhtiar donnait tout son salaire de la journée à la famille. Ce qui, en théorie, selon l'éthique journalistique, ne doit pas arriver. Puisque si on commence à payer des réfugiés, ce ne sont plus des interviews indépendantes qu'on recueille, mais on recueille des interviews payées. Mais j'ai compris à ce moment-là son geste, parce que d'abord, il ne l'a pas fait avant l'interview, il l'a fait après. Et je me suis dit, moi, j'avais essayé de garder une grande distance avec cet événement. J'ai peut-être bien fait d'ailleurs, vu que c'est mon métier. Mais je voulais déjà m'aguerrir en me disant, le terrain de guerre, il faut s'endurcir. Et en fait, j'étais à côté de quelqu'un qui avait vécu quasiment 11 ans de guerre ininterrompue et qui était encore capable d'aider une famille quand il voyait quelque chose qu'il estimait être une injustice. Donc, mais on voit dans votre livre que c'est quelqu'un qui est à la fois mitridatisé, parce qu'il est très trompe-la-mort quand même, hein, il a l'habitude. Au-delà du bien, oui, il est... Et en même temps, il a une espèce d'éthique chevaleresque, quoi. Oui, c'est... Quand il y a du charisme. On est devenus amis, donc forcément, moi, c'était un immense plaisir en fait de travailler avec lui, parce d'un point de vue cynique et personnel, c'est très utile professionnellement d'être avec quelqu'un d'aussi courageux et qui a autant de contacts. Et puis on vivait des aventures assez exceptionnelles. Moi, il m'a fait découvrir l'Irak, et je ne suis pas capable, moi, de découvrir toutes les complexités de l'Irak. C'est quand même un pays extraordinairement complexe, difficile d'approche. Vous avez 15, 20 religions différentes, vous avez des tribus, enfin il faut vraiment connaître très bien. Alors, je vais faire un petit témoignage personnel, c'est juste une parenthèse. C'est très facile de devenir journaliste, c'est très difficile d'être un bon journaliste. Et Benoît Cristal est un très bon journaliste, faut le dire. Là, c'est le moment du slow, là. Non, parce que ce livre est un hommage, c'est un tombeau, mais après tout, on peut dire aussi ce qu'on en pense. Les journalistes passent leur temps quand même à s'évaluer les uns les autres, un peu comme les duchesses douairières qui évaluent les quartiers de noblesse. Vous savez, autrefois, on racontait ça, les quartiers de noblesse du prétendant. De la même manière, les journalistes passent leur temps à se jauger, à dire celui-là... ouais, il était au Liban, mais pas dans la bonne année, etc. Bon, mais il faut dire les choses. Merci. Vous avez couvert cette sale guerre de Syrie et d'Irak. Vous en êtes bien tiré, à première vue. Est-ce que, quand vient le sentiment de culpabilité par rapport à cette famille dans un camp de réfugiés, quand vient le remords, le doute Moi, je fais et la déprime? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait ce métier pour le public français. Moi, je suis un journaliste français qui fait ce métier pour informer les gens. Donc, je le dis, en fait, lorsque j'ai une famille de réfugiés qui me dit, qui sont désespérés, qui me disent « Mais est-ce que après l'interview, les Américains vont arriver pour nous sauver? Est-ce qu'après votre interview, l'ONU va nous amener du riz? Est-ce qu'après cette interview, on va être réfugiés en France ?» Je suis obligé de leur dire non. J'en sais rien. Je suis honnête, je leur dis non, peut-être que ça ne va rien changer à votre situation. Je ne sais pas du tout comment le public français va le recevoir, je ne sais pas du tout l'impact. On en vient au titre de cette conférence. Est-ce qu'on est capable de changer la donne en transmettant des informations? Moi, je reste très humble, et notamment vis-à-vis de gens qui sont dans des cas désespérés. Je leur dis, a priori, je vous dirais que je préfère vous dire non que vous donner de faux espoirs. On verra. Ça va créer quelque chose, mais je ne suis pas capable de vous dire ce que ça va créer. Non. Vous avez donc, dit tout à l'heure le sentiment de culpabilité, je ne l'ai pas parce que je ne m'engage pas à changer la vie des gens. Je fais mon travail. Après, j'ai peut-être un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ma famille ou d'avoir pris des risques parfois, entraînés par la passion du journalisme, que peut-être j'aurais dû maîtriser un peu plus. Oui. Vous le ferez la prochaine fois. Ouais. Non, mais je pensais les maîtriser, mais parfois je me suis rendu compte que
A posteriori, je me rends compte que le risque était plus élevé que je l'imaginais. Ok. Le stress post-traumatique dont parle le temps, Alors j'ai voulu en vous en parlez beaucoup dans votre livre. J'ai voulu en parler parce que j'ai découvert ce thème quand j'étais à l'armée, en fait. C'était donc en 2000, le dernier contingent, j'étais le dernier contingent de l'armée. Et j'ai rencontré des psychologues qui m'en ont beaucoup parlé, qui m'ont dit, on a changé d'époque sans fragiliser, sans devenir des soldats ou des pompiers fragiles. On se rend compte quand même des conséquences de traumatisme, de conséquences sur le long terme. Et il ne faut pas les nier. Parce que si on ne les prend pas en charge, ben on va se retrouver avec des... moi, on m'a raconté par exemple l'histoire de pompiers qui soudain qui perdaient leurs cheveux et leurs dents, et on ne sait pas pourquoi. Ça peut être aussi grave que ça, en fait. Donc le syndrome post-traumatique, c'est quand on a accumulé trop de moments difficiles, trop de traumatismes. Et moi, je m'en suis approché sans le savoir, enfin en essayant de le comprendre, parfois sans le savoir, parfois en m'en rendant compte. Et donc je sais que ça peut... Voilà, c'est une chose à prendre en compte. Vous avez commencé tout à l'heure en disant que la première victime d'un conflit était la vérité. C'est une loi qui est bien connue. La propagande de guerre est permanente, des deux côtés en général. Mais quand on est en Occident, on est facilement enrôlé, embarqué dans un conflit parce que l'adversaire, l'ennemi c'est le mal. Et donc la guerre que l'on fait, que ce soit aux Serbes en Bosnie, que ce soit... l'ennemi est diabolisé, toujours. Ouais. Oui, l'ennemi est souvent diabolique. L'ennemi est une incarnation du mal. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour résister à la propagande de guerre ? Déjà, on vérifie ces informations. On ne reprend pas les communiqués sans les vérifier. Et puis, on essaye d'apporter de la complexité dans son travail. Alors là, le média de télé n'est peut-être pas le meilleur exemple, parce qu'un reportage de télévision, c'est 2-3 minutes. En 3 minutes, vous n'allez pas pouvoir expliquer pourquoi, et ça c'est sans doute ce que j'ai... Et pourtant c'est le plus intéressant à comprendre. Pourquoi un mouvement comme Daesh s'est créé? Qu'est-ce qui a permis sa création? Pourquoi des gens qui ne sont pas forcément diaboliques, qui ne sont pas forcément malsains, qui ne sont pas forcément des coupeurs de tête, des pervers, ou des pervers, vont rejoindre un groupe armé comme celui-ci? Bon, mais ça c'est pas forcément le travail du reporter. Ça en fait partie, mais dans le contexte médiatique actuel, et c'est ça qui me trouble, on a aujourd'hui accès à Twitter, on a accès à des vidéos tournées à l'autre bout du monde, on a un accès extraordinaire à une quantité d'informations inédites, et pourtant, on va toujours plus loin dans la caricature et dans le manque de compréhension. Et c'est ça qui me trouble. On a plus d'informations, mais moins de compréhension. Comment ça se fait ? Est-ce que vous avez eu l'impression, en suivant, on parlait de ces deux conflits, donc au Moyen-Orient et en Ukraine, d'avoir été, à un moment ou à un autre, l'objet de manipulation ? Ça concerne peut-être plus les médias américains, nous... Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez eu le sentiment de peser sur... la politique menée par tel ou tel acteur, ou que vos articles, ou que vos papiers, que vos reportages, ou que ceux de vos confrères aient joué un rôle C'est une question important. difficile. J'ai l'impression... Ou est exercé une influence. Alors, on peut exercer une influence quand on va s'opposer à un gouvernement. Si on dénonce le mensonge et les insuffisances de notre gouvernement français, oui, ça va peut-être changer quelque chose. Mais dans le cas d'une intervention extérieure, il faudrait que je devienne un militant quand il y avait des avions français dans le ciel irakien et syrien, il aurait fallu que je devienne un militant anti-intervention française pour changer les choses. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis là pour exposer les faits. Moi, j'essaye de... La neutralité est sans doute un vain mot, mais j'essaye
de présenter les arguments du débat, et vous allez vous faire votre opinion. Donc mon but, ce n'est pas de changer les choses. En général, je crois, de façon... Étant donné que je n'ai pas été souvent du côté qui est diabolisé par la France, j'ai plutôt l'impression d'avoir accompagné l'opinion majoritaire. Donc je n'ai pas été au clash et à la dénonciation. D'accord. Mais est-ce que ça peut changer les... est-ce que Albert Londres a fait vraiment... est-ce qu'il a fait fermer le bagne par ses articles, ou est-ce que le bagne aurait fermé un jour plus tard? Est-ce qu'on accélère les phénomènes? J'ai pas de réponse. Dans le cas d'une guerre, je crois qu'il y a beaucoup d'autres éléments que la presse et les reportages pour décider de l'avenir d'une guerre, quand même.